Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui à Carnion pour la 4e fois dans le cadre des Wespresso de la régionale de l'Ouest, du secteur allemand. Le secrétariat de la régionale a décidé de créer les Wespresso dans un but précis: donner aux délégués et délégués de terrain des clés pour mieux comprendre et décoder les enjeux actuels et futurs de notre société. En octobre 2013, nous recevions Gilbert Liben, secrétaire général de l'IRW-CGSP, sur le thème « Quel service public en Europe ?» En décembre 2013, nous recevions Nico Coué, secrétaire général des Métallos, Wallon, sur le thème « Acteurs des temps présents ». En décembre 2013, non, en avril 2014, nous recevions Laurent Pirnet, secrétaire général adjoint de l'IRW-CGSP, sur le thème « La 6e réforme de l'État ». Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le Premier ministre Elio Di Rupo sur ce même thème. Pour les camarades qui ont participé au groupe de travail de la régionale, au Wespresso précédent, la 6e réforme de l'État et la loi spéciale de financement ne sont plus une chose abstraite, mais sont venues des inquiétudes et des questions sur le devenir de comment sera le vivre ensemble en Wallonie ces 15 prochaines années. En effet, cette réforme touche tous les citoyens, du nord comme du sud du pays, de Flandre, de Bruxelles, de Wallonie, et ce de différentes manières. Symbolique, la scission PHV, structurelle et institutionnelle, la modification du Sénat, institutionnel, le transfert des compétences vers les communautés et régions. Mais quelles sont ces compétences? Le transfert des allocations familiales, la politique de l'emploi, APE, Activa, article 60, titre service, les pauses carrières des fonctionnaires, la politique hospitalière, l'infrastructure hospitalière et les équipements lourds, la politique des personnes âgées, les maisons de repos et de soins, centres de jour, aide aux personnes âgées, l'APA, la santé mentale, les soins de première ligne, la politique de prévention. Et tout cela, mes camarades, se fait dans un contexte d'austérité européenne, comme la règle d'or et le TSCG, impliquant un assainissement des finances publiques dans tous les pays européens. Alors, mes camarades, vous posez peut-être la question, pourquoi inviter un politique? Pourquoi le Premier ministre? À cette question si légitime pour tout syndicaliste FGTB assumant son rôle de contre-pouvoir et pour tout délégué de la Centrale Générale des Services Publics, défenseur d'une société redistributrice de ses richesses par la volonté politique d'un service public fort, ayant tous les moyens d'effectuer les missions de service public au service de la population. Je pourrais vous répondre, comme on l'entend si souvent, eux c'est eux et nous c'est nous. Et un politique n'a rien à faire dans nos Wespresso. Et certains se réjouiraient de cette réponse. Et nous en resterions là. Je pourrais vous répondre de manière évasive et avec la langue de bois, parce que c'est comme ça, on a décidé. Et vous ne seriez pas très content de cette réponse. Et vous auriez raison. Mais je vous propose humblement cette réponse suivante. Premier ministre, négociateur au fédéral avec 8 parties de cette réforme, l'utilité d'une explication du contexte de celle-ci, des implications sur la Wallonie, des enjeux acceptés par tous les partis autour de la table, du nord comme du sud, CDLV, OpenVT, SPA, Groen, Écolo, MR, CDH, PS, nous ont paru utiles. Car pour élaborer des stratégies, il faut bien comprendre les mécanismes de cette réforme, en comprendre les implications et leurs conséquences éventuelles. Cet expresso est un éclairage différent de celui de la CGSP que nous fournit par Laurent Pirnet.
Mais c'est en confrontant ces différentes analyses, en posant des questions sur des thèmes précis, que vous pourrez, je l'espère, vous faire une opinion, et avec l'ensemble de vos délégués, informer vos affiliés des enjeux actuels. Après l'exposé et le moment des questions-réponses, nous remettrons au Premier ministre une motion du secteur ALR-LRB, admis de la CGSP, qui s'est réunie le 29 avril 2014 à Bruxelles. Cette motion reprend l'ensemble des craintes de notre secteur sur l'avenir du personnel des administrations locales et provinciales et nos revendications dans le cadre de l'appel au candidat des élections du 25 mai 2014. Car cette réforme impacte le service public et notre secteur en particulier, et risque, mes camarades, d'être un tsunami social si le choix de société en Wallonie est un choix de l'individualisme et de la loi du plus fort. Merci, mes camarades. Bien, d'abord, chers amis, chers camarades, pour une grande partie d'entre vous, merci. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir vous parler directement et comme je sais que rien n'est laissé au hasard, on fera carrément, ne doit pas être un hasard. C'est en venant au retour de nos propres sources. Alors, il y a, j'imagine, mille et une questions relatives au service public. Peut-être puis-je y répondre dans une deuxième phase. Une première phase, je pourrais peut-être, je ne sais pas si mon collaborateur est quelque part, je ne vois rien. Ah oui, voilà. Peut-être pourrais-je vous faire rapidement un exposé de 20 minutes, simplement pour vous donner le cadre dans lequel on a dû travailler, dans lequel on travaille, et puis essayer de vous percevoir ce que nous ressentons, notamment par rapport à la Wallonie et les exigences par rapport à la Wallonie. Et peut-être qu'il faut commencer par un élément qui paraît très simple, mais qu'on doit rappeler chaque fois. En Belgique, nous sommes 11 millions. Il y a 6,4 millions de Flamands en Flandre, 100 000 à Bruxelles, et donc il y a 6,5 millions de Flamands. Donc, nous sommes un pays où, bien entendu, la minorité francophone a son importance et comment. On ne peut pas faire abstraction d'une majorité. Et la majorité, elle est largement néerlandophone avec 6,5 millions. Vous dire aussi, ça c'est important, pour le moment il y a 150 sièges au Parlement fédéral, les socialistes représentent 26 sièges, 26 sur 150, on va entrer dans le détail de ce que nous avons obtenu, mais parfois on s'adresse à moi au parti comme si nous avions 76 sièges, une majorité absolue, ce qui, je ne vous cache pas, ça ne me déplairait pas. Mais on en est fort loin. Mais le plus important, c'est ce que je voulais vous montrer ici, c'est que dans les 150 députés, il y a 62 francophones et 88 flamands. Dans les 88 flamands, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 40 indépendantistes, 40 sur 88. Le Vlaams-Belang, NVA et la liste des Caire. Et bien entendu, un des enjeux, c'est pas le seul, il y a un enjeu francophone, il y a un enjeu néerlandophone, mais l'enjeu fédéral, c'est de voir si ces indépendantistes vont atteindre le nombre de 44. S'ils vont atteindre le nombre de 44, nous serons dans une période de crise qui, à mon avis, pourrait durer assez longtemps. Période de crise pour laquelle il faudra au minimum un parti politique solide, capable de résister sur la durée. La dia suivante, c'est une dia qui date de 2013 sur le chômage. Je vais y revenir après,
Mais vous voyez ici, en Belgique, on est un peu en dessous de 10. À Bruxelles, c'est extrêmement élevé. En Wallonie, c'est trop élevé. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur la Flandre. La Flandre est à 5%, et dans certaines zones, c'est même 4%. Par exemple, Courtrésie. Ce qui veut dire que du côté flamand, majoritaire dans notre pays, la problématique chômage a une toute autre dimension. Ils n'ont pas de difficulté. Et ils n'ont pas du tout la même sensibilité que nous à ces questions relatives au chômage, raison pour laquelle ils avaient proposé, notamment les libéraux flamands, de payer les allocations de chômage durant 2 ans et puis plus rien, et les allocations d'insertion, les allocations qu'on accorde aux personnes qui n'ont pas cotisé du tout ou très peu à la Sécu. Là, c'était la suppression pure et simple. Les allocations de chômage sont à durée indéterminée, nous sommes l'un des rares pays à le faire, et les allocations d'insertion, vous connaissez la problématique, c'est 3 ans, mais avec toute une série d'exceptions. On a encore pris une décision il y a une dizaine de jours qui fait que le nombre s'est considérablement réduit, le nombre de gens qui pourraient avoir un problème. Et au PS, on a dit, si nous étions autour de la table, les gens qui ont cherché, qui ont des rapports favorables, ne doivent pas être sanctionnés. Mais je reviens à ceci, je vous ai mis cette diapositive pour vous expliquer à quel point la relation avec le chômage est fondamentalement différente entre le nord et le sud du pays. L'autre dia, elle est fondamentale. C'est le chiffre 2013, c'est un peu plus maintenant, voilà la sécurité sociale. Sécurité sociale, c'est les allocations de chômage, les soins de santé, les pensions légales. Qui cotise pour payer la Sécu? Il y a 1 tiers qui vient de l'autorité publique, donc de tous les citoyens, 2 tiers viennent des cotisations. Cotisations patronales et cotisations personnelles. Il se fait que malgré l'évolution favorable du côté wallon, et il y a une évolution qui est très perceptible, la grande difficulté, c'est que nous n'avons pas assez d'entreprises par tête d'habitant. Contrairement aux néerlandophones. Ce qui fait qu'en Wallonie, en Sécu, on dépense 33%. Et nous représentons à peu près 33% de la population. Donc on n'y a pas de surconsommation de la Sécu. En revanche, à cause du manque d'entreprises, à cause du manque de cotisations, notamment des travailleurs salariés, nous ne cotisons que pour 26. La différence entre les cotisations reçues et les dépenses, l'ordre de grandeur, la dia suivante, fait que le montant du transfert entre le nord et le sud est de 6 milliards. Il y a 1 milliard supplémentaire qui vient de la loi spéciale de financement, ce qui veut dire, je reviens toute seconde en arrière, ces 6 milliards, c'est la solidarité de la Flandre vers la Wallonie, et tout se joue à travers la sécurité sociale. Et la NVA, bien entendu, espère récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliards. Tout dépend du degré de régionalisation de la Sécu pour pouvoir les placer dans les baisses de cotisation des entreprises uniquement en Flandre. L'enjeu crucial de la prochaine législature, indépendamment de la réforme de la Constitution, le véritable enjeu, il est sur la sécurité sociale, parce que pour régionaliser la sécurité sociale, il n'est pas besoin de faire appel à la Constitution. On peut le faire par des lois soit ordinaires, soit des lois spéciales ou de tiers. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec ces 6 milliards plus 1 milliard qui vient de la loi spéciale de financement, si nous voulions en Wallonie garder les allocations de chômage comme aujourd'hui, les soins de santé comme aujourd'hui, et le paiement des pensions au niveau d'aujourd'hui, et que demain, c'est le splitting complet, on dit à la Wallonie, tire ton plan avec tes propres recettes et en prenant la proportion des revenus de pouvoir public, il faudrait que chaque Wallon, depuis l'âge de 1 jour jusqu'à l'âge de 100 ans, paye 164 € par mois. Donc, si demain, c'était la scission complète
Et si on voulait garder la Sécu, les avantages de la Sécu comme aujourd'hui, voilà ce qu'il faudrait dépenser. Raison pour laquelle j'ai toujours été en rage quand on ne voulait pas comprendre, raison pour laquelle on s'est battu comme des chiens pour finalement mettre 8 partis ensemble pour les réformes institutionnelles et 6 partis ensemble pour faire un gouvernement, parce que, bien entendu, ne pas trouver une solution et laisser aller le pays après les élections de 2010 à une crise de régime, aurait pu conduire à des situations catastrophiques, peut-être pas aussi catastrophiques que celle-ci, mais catastrophiques en particulier pour la Wallonie. Un autre tableau que j'avais demandé de mettre, celui-ci est extrêmement important. On me dit parfois, mais avec les allocations de chômage, vous connaissez toute la problématique. Actuellement, il y a environ 9 milliards pour payer les allocations de chômage. Les Wallons, qui représentent 33%, en consomment 40%. Si demain on devait scinder ça, le financement des régions, si on ne fait rien d'autre, donc si on ne fait pas comme on l'a fait par la négociation, etc., est un financement lié à l'impôt des personnes physiques. Ça, c'est la philosophie générale du financement des régions. Et nous, notre contribution à l'impôt des personnes physiques est de 28,3%. Ça veut dire que nous devrions dépenser ceci, nous avons une recette de cela, voilà le milliard qui manque. Nous comptons à peu près 194 000 chômeurs complets indemnisés et un peu moins, c'est 67 000, j'ai mis 70 000 chômeurs partiels indemnisés. J'ai fait un calcul en mettant 50% ici et en faisant 195, donc ce n'est pas à quelques euros près, mais si demain on décidait purement et simplement de régionaliser rien que les allocations de chômage, chaque chômeur en moyenne perdrait 384 € par mois. Ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui positionne les francophones et singulièrement les socialistes francophones par rapport aux néerlandophones dans une position très difficile. Et je ne vous dis pas combien il faut ramer pour pouvoir faire en sorte que ça ne se produise pas. Ça, ce sont les risques face auxquels nous nous trouvons. Je ne sais pas s'il y a d'autres dias. Alors, je ne vais pas entrer dans les grands débats. On a été confronté d'abord à la stabilité du pays, je vous ai expliqué pourquoi, avec une réforme institutionnelle dont on va parler parce que ça a des conséquences, notamment sur le transfert à la fois de la compétence et du personnel au niveau des régions et des communautés. Le deuxième défi dont on parle moins pour le moment, mais qu'il faudra de toute manière parler, et je pense qu'on va y revenir, c'est assainir la situation budgétaire. Je ne sais pas si on a un graphique sur le budget. Peut-être que je peux en parler. Je reviens à la précédente. Et le troisième défi, c'est bien entendu la relance de l'économie d'une manière générale, pour en particulier la Wallonie. Si vous regardez la dia suivante, ceci montre un peu la dette, non pas des Belges, mais la dette des autorités publiques. Vous voyez à quel point, depuis les années 80 jusqu'aux années 93, la dette a augmenté avec un effet boule de neige. Vous vous souviendrez, je n'ai pas eu le temps de le dire ce matin à Renders, mais c'est quand il y a eu Martin Skoll que la dette publique a explosé. Et puis les socialistes, vous voyez, on a fait une vingtaine d'années d'efforts, et puis il y a eu Fortis KBC, et c'est depuis Fortis KBC Dexia qu'on a à nouveau une augmentation de la dette, et on essaie de la stabiliser à 100%. Pourquoi? Parce que si la dette devait repartir avec un effet boule de neige, chaque année, tout ce qu'on doit rembourser aux institutions financières, nous ne l'avons pas comme argent, que ce soit pour la fonction publique, que ce soit, enfin, quelle qu'elle soit, que ce soit pour la justice, la police, que ce soit pour les gardiens de prison, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les travaux publics. Cet argent-là, in globo, irait dans davantage de remboursement. Donc on sait, pour le moment, on est à 100, 101 selon l'Eurostat, et on essaie de rester là. Si on regarde la ligne suivante, vous voyez que de 2000 jusqu'à 2008, nous sommes
nous avons été en équilibre budgétaire et puis à cause de Dexia Fortis KBC, le déficit a atteint à peu près 6%. C'est pas possible de continuer avec 6%. Pourquoi? Parce que si vous dépensez 100 et que vous n'avez que 94, les 6 qui vous manquent, vous devez les emprunter. L'année suivante, si vous ne faites rien, vous devez encore emprunter 6. 6 qui viennent s'ajouter aux 6 précédentes, plus des intérêts. La troisième année, c'est la même chose, c'est 6 plus 18 plus des intérêts. C'est ça qui crée l'effet boule de neige. Indépendamment de ça, nous avons aussi l'Union européenne, on ne va pas peut-être en parler, sauf s'il y a une question, qui elle a pris 7 règlements pour nous forcer à réduire le déficit. On voulait d'ailleurs que le déficit belge soit à moins 0,8 cette année-ci, elle ne sera pas à moins 0,8. J'expliquerai ce qu'on a fait pour éviter d'avoir l'austérité, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons une rigueur, nous n'avons pas dans notre pays l'austérité, mais voilà un peu ce qui s'est produit. Alors, nous avons mis au point un système où on a fait de la rigueur budgétaire, où on a mis de l'argent pour la relance et pour le pouvoir d'achat. Quelques mots sur le pouvoir d'achat. L'indexation, malgré tout ce qu'on raconte, a été maintenue. Ça fait quand même, pour les gens qui ont 1500 € par mois, 350 € en plus par an. Ce qui veut dire, à contrario, si on avait un gouvernement des droites, dans le programme de la NVA, il y a clairement la suppression de l'indexation, et dans le programme du MR, il y a le fait de modifier l'indexation pour aller vers une pension deuxième pilier. La grande différence entre les deux, c'est que l'indexation est payée à 100% par l'employeur, tandis que les pensions deuxième pilier, c'est payé conjointement, une partie par les employeurs, une partie bien sûr par le travailleur, ce qui n'est pas la même chose. On n'a pas d'augmentation de la TVA, nous ne sommes pas passés de 21 à 22%, malgré une pression quasiment de tous les partis. Seul le SPA et le PS a résisté et on n'a pas fait. On a augmenté 1,4 million pour 1,4 million de travailleurs les salaires les plus bas, de 300 € net par an cette année-ci qui augmente. Dia suivante. Le soutien aussi aux pensionnés avec l'indexation, mais aussi les pensions les plus basses. Vous voyez l'augmentation, il n'aggrave pas 6,1%. Alors à l'emploi, on a fait en sorte que, comment dirais-je, il y ait une réduction du coût du travail, qu'on a fait une aide supplémentaire pour les employeurs dans le secteur auquel la construction, etc. Cette dia-ci montre que d'un côté, on a soutenu le pouvoir d'achat modestement, mais nous l'avons fait, et nous avons aussi évité de casser la machine économique de notre pays. La dia suivante, les prix d'énergie qui diminuent, notamment la dia suivante, le TVA qui passe de 21 à 6% depuis le 1er avril, et les médicaments, 2500 médicaments ont vu leur prix baisser. Alors, voilà, je vais en rester là avant de répondre à vos questions plus spécifiques. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a stabilisé, on a une confiance qui est retrouvée. Alors, bien entendu, et j'accepte absolument toutes les critiques, et ce n'est pas possible d'avoir tout bien fait. Donc, on a certainement dû commettre, comme partout, des erreurs. Mais nous sommes le pays qui traversons la crise le mieux parmi les pays européens. Il n'y a que l'Allemagne et l'Autriche qui fait mieux. Alors bien sûr, on peut s'en foutre, mais il y a 28 pays au sein de l'Union européenne, il y a 18 pays au sein de l'eurozone, et nous l'avons quand même fait, alors que le gouvernement n'a duré que 2 ans et demi sur 3 exercices. Et nous avons fait en sorte que, malgré des efforts inimaginables, puisque nous avons dû, pour réduire le déficit budgétaire, trouver en manchette ou en structurel 22 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 22 milliards, nous l'avons fait et nous n'avons pas cassé la machine. Dire qu'il n'y a pas ça et là des problèmes et qu'il n'y ait pas des difficultés, non, il y a des difficultés, bien entendu. Et à certains endroits, c'est plus difficile que dans d'autres, donc on doit maintenant apporter des corrections, être extrêmement attentif, mais nous devions franchir cette étape. Alors, je ne sais pas comment tu... Oui, voir, ça c'est toujours bon, surtout quand c'est clos.
Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on fasse, ou on pose des questions et je réponds. Ok.